Voilà. Donc, pour dire que la spécificité des argiles, des minéraux argileux, cette spécificité est à l'origine donc de pratiquement beaucoup de désordres qu'on rencontre dans les constructions. Donc, pour résumer leur structure, j'ai déjà dit que c'est des sols constitués de minuscules particules minérales inférieures, de diamètre inférieur à 2 micromètres. Et c'est des silicates d'alumine, c'est des silicates d'aluminium hydratés avec 2 feuillets de base, ce qu'on appelle la silice tétraédrique. Donc, c'est des feuillets, donc des feuillets tétraédriques. Il y a aussi donc l'hydroxyde de l'aluminium, octaédrique. Donc, pour dire qu'il y a 2 motifs de base, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les tétraèdres, donc constitués de couches tétraédriques, et donc les octaèdres. Donc, ici, les tétraèdres, les couches tétraédriques sont caractérisées par, donc, évidemment, le cation donc, de silicium Si4+, encadré par des anions O2-. Et les couches d'octaèdres sont caractérisées par le cation d'aluminium Al3+, voire même Mg2+, ou K+, ou Fe3+, entouré donc, de 6 hydroxyl OH-. Hein? N'est-ce pas? Et donc, ici, je vous les montre ici, le motif. Donc, si je prenais ici la première, donc le premier cas que vous voyez ici, donc, c'est l'agencement des tétraèdres. Donc, vous voyez l'agencement des tétraèdres. Donc, vous avez les atomes d'oxygène ici en rouge, l'atome de silicium, vous le voyez ici au centre, ça c'est le motif élémentaire. Et vous avez ici l'agencement donc des tétraèdres, qui donne ce qu'on appelle les feuillets tétraédriques. Donc, les feuillets tétraédriques, des feuillets SiO4. Ici, vous voyez en bas donc, le motif octaédrique, n'est-ce pas? Vous voyez donc, les atomes d'hydroxyle, n'est-ce pas? Vous voyez ici 6 hydroxyl OH-. Et au centre, ici, vous voyez quoi? Vous voyez donc quoi? L'aluminium, n'est-ce pas? L'aluminium, ça peut être également du magnésium, ça peut être du potassium, ça peut être du fer. Donc, c'est Al3-, c'est Al3+, c'est un cation, hein? C'est Al3+. Ça peut être aussi donc Mg2+, ça peut être K+, ça peut être Fe3+. Et autour, vous avez les 6 hydroxyl OH-. Donc, vous voyez ici l'assemblage en feuillets qu'on appelle des feuillets octaédriques. Agencement des octaédriques. Alors, pour simplifier, on utilise des symboles comme ça. Donc, si vous voyez ici ce rectangle-là, cela veut dire que c'est l'agencement. Donc c'est un feuillet octaédrique. Hein, octaédrique. Et si vous voyez cette forme de trapèze, c'est des feuillets, ce qu'on appelle feuillets tétraédriques. Donc, feuillets tétraédriques de silicium et feuillets octaédriques donc d'aluminium. Maintenant, vous allez voir que les minéraux argileux, on va distinguer 3 types de feuillets. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle les minéraux argileux dits 1 sur 1 ou TO. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit ici d'une couche d'octaèdre et d'une couche de tétraèdre. On voit une couche d'octaèdre et une couche de tétraèdre, avec une forte liaison donc des 2 couches qu'on appelle, qui constituent donc le feuillet de base. Donc, vous le voyez ici, le feuillet de base qui est là, qui se répète. Maintenant, entre les feuillets, effectivement, il y a de faibles
les liaisons. Donc, ça qui constitue en réalité une particule d'argile. Exemple typique de ce type d'assemblage, c'est la kaolinite. Donc, la kaolinite que vous voyez ici, c'est un minéral argileux, donc constitué donc, de feuillets de type octaédrique associés à une couche tétraédrique. On l'appelle phyllite 1 sur 1 ou TO. Donc, tétraèdre, octaèdre. Donc, c'est l'exemple typique de la kaolinite. C'est l'exemple de la nacrite, la loisite, l'antigonite également, qui sont d'autres minéraux. Il y a aussi les minéraux argileux dits 2 sur 1. 2 sur 1 ou TOT. 2 sur 1 signifie quoi? Cela veut dire que vous avez une couche d'octaèdre. Regardez cette couche d'octaèdre, aluminium, insérée entre deux couches de tétraèdre, silice. Donc, vous avez ici de fortes liaisons entre les deux. Ça qui constitue le feuillet de base. Maintenant, ce feuillet de base va se répéter pour donner ce qu'on appelle la particule argileuse, la particule d'argile. Et entre les feuillets, vous avez des liaisons très faibles. Donc, entre les tétraèdres et les octaèdres, vous avez de fortes liaisons, mais entre les feuillets de base, vous avez des liaisons très faibles. Donc, on l'appelle des minéraux 2 sur 1 ou tétraèdre, octaèdre, tétraèdre. C'est le cas des smectites, c'est le cas de la montmorillonite, c'est le cas de la vermiculite et l'illite. Donc, tout ça, c'est des minéraux argileux, constitués d'une couche d'octaèdre insérée entre deux couches de tétraèdre. C'est clair? Voilà. Alors, maintenant, puisqu'on a dit qu'entre les feuillets de base, il y a des liaisons faibles, vous voyez ici, liaisons faibles entre les feuilles de base, liaisons très faibles s'il s'agit donc de smectite, de montmorillonite, etc. Donc, plus la liaison est faible, vous allez voir que plus la liaison est faible, plus l'eau pourra entrer à l'intérieur, pourra s'insérer la molécule d'eau, le dipôle d'eau. Plus cette liaison elle est faible, plus il y aura une affinité de l'argile avec la molécule d'eau et donc plus il y aura possibilité de gonflement. Et justement, donc plus l'argile sera une argile dangereuse. Donc, vous allez voir que les assemblages avec des liaisons très faibles vont donner certainement des argiles qui seront très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de possibilités d'affinité avec l'eau et donc il y a plus de possibilités de gonflement donc, de l'argile. C'est le cas de la montmorillonite, par exemple, et vous voyez que ces types d'argiles vont donner certainement ce qu'on appelle des argiles gonflantes, qui sont donc des argiles très dangereuses, c'est-à-dire des argiles qui sont capables d'augmenter de volume, on parle de gonflement, ou bien avec l'arrivée de l'eau, ou bien donc, avec le départ de l'eau, de subir ce qu'on appelle un retrait. Et les possibilités donc, de gonflement et de retrait causent beaucoup de dommages aux structures qui sont posées sur ces sols argileux. Alors, il y a également un autre exemple de type 2 sur 1, où il y a une couche d'octaèdre supplémentaire insérée dans l'espace interfoliaire. C'est le cas de la chlorite également, qui est un minéral argileux. Mais pour retenir l'essentiel, on voit qu'en fonction de la liaison entre les feuillets de base, l'argile sera plus ou moins dangereuse. Si vous prenez la kaolinite, vous voyez que la kaolinite, la liaison entre les feuilles de base, c'est une liaison faible. Donc, il y a moins de possibilités de gonflement parce qu'il y a moins d'affinité avec l'eau. Ce qui fait que la kaolinite, elle est moins dangereuse que la montmorillonite. L'illite, qui a un comportement intermédiaire entre la kaolinite et la montmorillonite. Vous voyez ici des photos
donc au microscope électronique à balayage, qui montre ici les 3 minéraux. Donc, vous voyez ici, on peut qualifier, donc on peut les apprécier par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la surface spécifique. La surface spécifique donc, des minéraux. Donc, en tout cas, plus l'espace interfoliaire est important, plus la liaison est faible, plus la surface spécifique, la surface spécifique du minéral donc, est élevée, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'ici, la kaolinite a une surface physique très faible, en 10 et 20, l'illite entre 80 et 100, les smectites autour de 800. Vous voyez qu'ici, plus la surface spécifique est importante, plus l'argile est dangereuse, n'est-ce pas? Ça, ici, le diamètre des grains, donc le diamètre étant certainement plus faible, et ici, l'espace, l'épaisseur donc des feuilles en nanomètres également est donné ici. Donc, voilà. En tout cas, c'est ça qui fait que les argiles ont des propriétés donc d'absorption d'absorption d'eau, donc très importantes, en fonction justement de l'assemblage des feuillets. Donc, comme par exemple la montmorillonite, qui est une des argiles donc les plus dangereuses. Donc, les propriétés physiques et mécaniques des sols fins sont conditionnées justement par la nature de la fraction argileuse qu'ils retiennent. Parce que dans un sol, avec des particules fines, avec des fins, les fines peuvent être de nature kaolinitique, de la kaolinite, ou bien de l'illite, ou bien la montmorillonite. Donc, vous voyez qu'en fonction de la nature de l'argile dans le sol fin, effectivement, on n'aura pas les mêmes propriétés physiques et mécaniques. D'un point de vue géotechnique, cette structure spécifique des minéraux argileux, d'un point de vue géotechnique, conduit pour les sols dont ils constituent une fraction importante à un comportement particulier, justifiant justement la place importante qu'il convient de leur donner à ces minéraux argileux. Voilà. Donc, voilà. On va retenir globalement que parmi les très nombreux types de minéraux argileux qui existent, il y en a plusieurs. Donc, généralement, ils sont classés en fonction de l'espacement des feuillets, justement. On peut retenir les 3 grandes familles, la kaolinite, l'illite et la montmorillonite ou la chlorite. On parle de montmorillonite, donc, ou chlorite, il n'y a pas une très grande différence, sauf que pour la chlorite, il y a une couche d'octaèdre supplémentaire par rapport à l'illite ou bien par rapport à la montmorillonite. Voilà. Donc, ces minéraux argileux, donc il faut bien poursuivre les recherches pour mieux les comprendre parce que ils peuvent être plus ou moins complexes, mais ils sont très dangereux. Ils peuvent être très dangereux en fonction de l'arrivée d'eau, de la quantité d'eau dans l'argile. Ils peuvent être très dangereux, justement pour les constructions. Donc, les ingénieurs vont toujours faire très attention lorsqu'ils vont travailler sur des terrains argileux. Maintenant, j'en viens aux essais d'identification. Et j'avais dit qu'il y a des essais d'identification qui seront effectués essentiellement sur des sols fins. Peut-être il y a aussi d'autres qui seront essentiellement faits sur des sols grossiers. À part les essais qui se font sur tous les types de sols, tels que l'analyse granulométrique, on en a déjà parlé. Donc, le comportement des sols fins, on a dit que en fonction donc, du fait donc, de la taille des grains qui est faible, en ce moment, il y a des forces de cohésion qui vont intervenir. Et la présence de l'eau entraîne justement un changement de consistance. Un changement de consistance juste dû à la présence de l'eau. En fonction de la quantité d'eau, un sol fin va changer justement de consistance.
Donc, le premier essai que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les limites d'Atterberg. On va voir les limites d'Atterberg, on va voir l'activité, on va voir aussi la valeur de bleu de méthylène. Tout ça, c'est des essais que l'on effectue essentiellement sur des sols fins ou bien sur des sols qui contiennent une proportion importante de particules fines. Donc, justement, pour apprécier la nature et la quantité donc, de ces particules fines, ce qu'on appelle l'argilosité. Parce que même si un sol est un sol pulvérulent, en fonction de la proportion d'argile, en fonction de la proportion de particules fines, ces particules fines peuvent maintenant contrôler même le comportement global du sol. Si ces particules fines dépassent une certaine teneur, en ce moment, elles peuvent contrôler même le comportement global du sol qui, majoritairement, est constitué peut-être de grains gros, grossiers. Donc, on va voir d'abord ce qu'on appelle les limites d'Atterberg. Alors, le premier qui a étudié ces relations entre l'eau et les sols fins, c'est Arthur Casagrande. D'ailleurs, on verra tout à l'heure avec l'essai, l'appareil qui permettra donc de mesurer, par exemple, les limites d'Atterberg. On parlera de l'appareil de Casagrande. L'appareil de Casagrande. Justement en hommage à l'ingénieur des travaux publics d'origine américaine, d'origine autrichienne, qui a apporté quand même d'importantes contributions à la géologie appliquée et à la géotechnique, qui s'appelle Arthur Casagrande. Voilà. Donc, les limites d'Atterberg. Pour comprendre les limites d'Atterberg, nous allons étudier le comportement d'un sol fin avec la variation de la teneur en eau. On va prendre un sol fin, on va faire varier sa teneur en eau de 0 jusqu'à une valeur très élevée. Et on regarde justement le comportement, on regarde justement la consistance de ce sol fin en fonction de la quantité d'eau. Alors, si la quantité d'eau est très proche de 0, nous sommes là, dans cette partie-là. On pense que la quantité d'eau est proche de 0. Voilà 0. Alors, si l'argile a une quantité d'eau très faible, l'argile se comporte comme un solide. Donc, plus la quantité d'eau tend vers 0, plus l'argile a un comportement solide. Si vous mettez beaucoup d'eau dans l'argile, vous êtes là. En ce moment, l'argile va se mélanger avec l'eau de telle sorte que l'argile va s'écouler, va avoir un comportement, va être dans un état liquide. Par contre, si la teneur en eau est entre ces deux, l'argile a un état plastique, c'est-à-dire un état de pâte, un état donc de pâte. Vous pouvez mélanger et manipuler sous forme de pâte. Donc, vous voyez que vous avez ici 3 consistances différentes, essentiellement seulement parce que vous avez changé quoi? La quantité d'eau. N'est-ce pas? Donc, les argiles ont la propriété d'absorber des quantités d'eau très importantes. Comme le contraire également, ils sont capables donc de se dessécher en fonction justement des conditions d'humidité auxquelles ces argiles sont soumises. Maintenant, vous voyez que j'ai dit tout à l'heure que ça dépend justement des types d'argile. Nous avons parlé, par exemple, de la kaolinite tout à l'heure. La kaolinite n'absorbe qu'une quantité d'eau assez modérée, n'est-ce pas? En revanche, ça, c'est la quantité d'eau que peut absorber, donc, pour absorber les minéraux tels que la montmorillonite, également, elle est importante. Donc, tout dépend justement de la nature de l'argile. N'est-ce pas? Et lorsque l'argile absorbe l'eau, donc, effectivement, les grains vont se séparer, vont s'éloigner. Et en ce moment, ça peut donner un phénomène de gonflement. Inversement, si l'eau part, en ce moment, il peut avoir ce qu'on appelle une dessiccation, n'est-ce pas? Donc, augmentation de volume dans le cas d'un gonflement et diminution de volume dans le cas, donc,
du départ de l'eau, en ce moment, on parle de retrait. Voilà. Donc, quelle que soit la nature de l'argile, celle-ci, cette argile, lorsqu'elle est malaxée avec des quantités d'eau de plus en plus importantes, finit par se transformer en boue. N'est-ce pas? En ce moment, l'argile a un comportement liquide. L'état liquide dont on parle, c'est une boue. C'est comme la boue. N'est-ce pas? Au contraire, si l'argile est suffisamment desséchée, si la teneur en eau est proche de zéro, en ce moment, les grains sont très resserrés et les liaisons deviennent intenses. En ce moment, l'argile a un comportement solide. C'est l'état solide dont on parle, dont on a parlé. Maintenant, entre les deux extrêmes, l'argile est malléable. Hein? C'est ce qu'on appelle le comportement plastique, c'est l'état plastique. L'argile est malléable. Donc, quand on parle des limites d'Atterberg, les limites d'Atterberg, maintenant, ont pour but de définir quoi? Les états d'humidité correspondant aux limites entre ces trois états-là. L'état d'humidité du sol étant exprimé par sa teneur en eau. Ici, l'état d'humidité n'est exprimé que par sa teneur en eau. Donc, les limites d'Atterberg, c'est quoi? C'est les teneurs en eau qui caractérisent les transitions entre ces trois phases-là. N'est-ce pas? On sait comment on calcule la teneur en eau. Elle est exprimée en pourcent. On note petit w. Hein? Parce que l'anglais parle de water. Water ou en anglais, petit w. Donc, quelles sont les limites d'Atterberg que nous allons voir? Nous, c'est quoi? C'est d'abord le WL, c'est-à-dire la limite de liquidité. Si vous voyez ça, WL, c'est la limite de liquidité. C'est la limite de liquidité. La limite de liquidité traduit le passage entre l'état liquide et l'état plastique. Donc, la limite de liquidité qu'on a WL, c'est la teneur en eau qui caractérise le passage entre l'état plastique et l'état liquide. La limite de plasticité, vous le voyez ici, c'est la teneur en eau qui caractérise le passage entre l'état plastique et l'état solide. Voilà justement ces deux limites de liquidité et limites de plasticité qu'on appelle les limites d'Atterberg. Alors, l'état solide peut être caractérisé par deux sous-états, un état solide avec retrait et un état solide sans retrait. Et la limite, la frontière entre ces deux états, c'est ça qu'on appelle la limite de retrait. Donc, voilà justement donc, les trois états dont on parle. Donc, regardez, le premier état, on a dit que c'était l'état solide. Donc, vous voyez qu'ici, le sol garde une certaine résistance au cisaillement parce que la teneur en eau naturelle du sol est inférieure à la limite de plasticité. Nous sommes dans l'état solide. Le sol a une bonne résistance au cisaillement. Hein? En ce moment, une argile qui est dans un état solide a quand même une certaine résistance. Par contre, regardez, quand nous sommes dans l'état liquide, regardez, la résistance, elle est nulle. Lorsque la teneur en eau naturelle dépasse la limite de liquidité, en ce moment, la résistance devient pratiquement nulle, vous le voyez ici. Donc, par contre, si vous êtes à l'état plastique, entre les deux, effectivement, vous avez une résistance intermédiaire entre ces deux situations. Donc, quand vous regardez l'état liquide, il n'y a pas de capacité portante, la résistance, elle est nulle. Quand vous regardez l'état plastique, c'est le domaine des fortes déformations avec des déformations plastiques. Par contre, l'état solide, c'est l'état donc des déformations élastiques, hein, avec retrait, ou bien l'état sans retrait où il n'y a pas de changement de volume avec la baisse donc de la teneur en, avec la baisse donc de la teneur en. Donc, quand nous sommes dans cet état, vous voyez qu'ici se forment de ce qu'on appelle des fentes de dessiccation, qu'on appelle les mud cracks. Hein? Donc, les fentes de dessiccation se forment justement dans cette situation-là, hein, d'état solide avec retrait, avec ou sans retrait. Justement, c'est dans cet état solide, hein, que se forment ce qu'on appelle les mud cracks, donc les fentes de dessiccation. Maintenant, au laboratoire, ces limites d'Atterberg seront mesurées par des appareils
au laboratoire. Si je prends par exemple la limite de liquidité est mesurée par cet appareil-là. Cet appareil, on l'appelle l'appareil de Casagrande. Si vous prenez l'appareil de Casagrande, il est là, il est constitué d'un support, d'une coupelle, ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle une coupelle de Casagrande, et d'une manivelle qui permet d'actionner. Donc, cette manivelle, quand vous tournez cette manivelle, elle soulève la coupelle, et quand vous revenez, la coupelle tombe ensuite libre sur le support que vous voyez. Voilà un autre exemple de manivelle, de coupelle de Casagrande. Ensuite, vous avez un ensemble d'outils. Regardez ça, c'est ce qu'on appelle l'outil à rainuré. Cet outil à rainuré permet de diviser le sol en deux parties. Vous avez des spatules également qui permettent de prélever, d'introduire le sol. Voilà. Donc, c'est pour mesurer la limite de liquidité. Donc, pour mesurer la limite de liquidité, voilà la limite de liquidité. Hein? C'est la teneur en eau entre l'état plastique et l'état liquide. Donc, il faut connaître la teneur en eau qui permet donc de passer de l'état liquide à l'état plastique. Donc, forcément, il faut observer le comportement. Et ceci est fait grâce à cet appareil-là, qu'on appelle l'appareil de Casagrande. Donc, l'appareil de Casagrande permet de déterminer donc tout simplement la limite de liquidité. Il y a aussi une autre méthode qui utilise ce qu'on appelle le cône de pénétration. Mais l'appareil le plus utilisé, c'est l'appareil de Casagrande, n'est-ce pas? Donc, nous allons utiliser dans le cadre de nos travaux pratiques. Voilà l'outil à rainuré. Donc, ça permet d'avoir la limite de liquidité. Et après cela également, on peut mesurer la limite de plasticité. Donc, donc la mesure des limites d'Atterberg se fait donc par la méthode de la coupelle et du rouleau. Le rouleau, c'est pour mesurer la limite de plasticité, n'est-ce pas? À confectionner des rouleaux de sol et à observer à quel moment ces rouleaux vont se fissurer. Donc, si vous voulez des détails sur ces essais-là, donc il faut lire la norme NFP 94-051. Parce que tous ces essais-là, c'est des essais normalisés, c'est-à-dire des essais qui font l'objet d'une norme. C'est-à-dire ces essais se font suivant une norme bien précise. Donc, quand vous êtes au laboratoire, pour faire ces essais, il faut suivre scrupuleusement la norme. La norme que nous utilisons ici, c'est une norme française. Donc, il faut respecter la procédure définie dans la norme, donc pour avoir des résultats fiables. Donc, on dit que l'essai est normalisé. J'ai dit tout à l'heure qu'il existe, pour la détermination justement de la limite de liquidité, une autre méthode par mesure de l'enfoncement au cône de pénétration. Ça fait l'objet de la norme NFP 94-052-1. Alors là, on pense que cet essai est moins dépendant de l'opérateur parce que avec l'appareil de Casagrande, ça dépend de l'opérateur. Justement, si l'opérateur est expérimenté, il peut donner des résultats fiables. Par contre, si l'opérateur n'est pas très expérimenté, il peut fausser l'essai et passer complètement à. Donc, l'indice de plasticité justement d'un sol, c'est quoi? C'est la limite de liquidité moins la limite de plasticité. Ça, c'est un paramètre extrêmement important. Indice de plasticité. C'est quoi? C'est l'étendue du domaine de plasticité, c'est-à-dire le domaine de travail du sol le plus grand possible. Voilà. Donc, vous allez voir que l'indice de plasticité, plus l'indice de plasticité est élevé, plus le sol il est plastique, plus le sol il est dangereux en réalité. Un bon ingénieur évitera toujours de travailler sur ou avec une argile dont l'indice de plasticité est très élevé. En quoi? L'indice de plasticité donne ce qu'on appelle les risques de déformabilité du matériau, donne le degré de dangerosité de l'argile. À partir de l'indice de plasticité, on peut savoir si le sol est argileux, très argileux, moyennement argileux ou peu argileux. Donc, en ce moment, plus IP est élevé, plus le sol risque, plus l'argile risque de subir de très grandes déformations à volume constant. N'est-ce pas? Donc, plus le sol, plus l'argile est dangereuse. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indice de consistance.
L'indice de consistance, c'est quoi? C'est la limite de liquidité moins la teneur en eau naturelle sur l'indice de plasticité. Ça permet de savoir si le sol qui est en place, le sol à l'état naturel, est soit dans un état liquide, solide ou plastique. N'est-ce pas? Alors, d'habitude, si c'est supérieur à 2, à 1, si l'indice de consistance est supérieur à 1, on dit que le sol est dans une consistance solide. Si c'est inférieur à 0, on dit que c'est dans une consistance liquide. Entre les deux, on dit que le sol, l'argile, est dans une consistance plastique. Dans cette consistance, voilà, peut varier en fonction justement de la quantité d'eau, en fonction justement de l'indice de consistance. Donc, si l'indice de consistance est supérieur à 1, le sol est à l'état solide. Entre 0 et 1, c'est l'état plastique. Si c'est inférieur à 0, il est à l'état liquide. Voilà. Voilà. Donc, voilà l'indice de consistance. Il y a même ce qu'on appelle l'indice de liquide, hein, l'indice de liquidité, IL, indice de liquidité. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne des tableaux. Ça vous a ici, justement, des ordres de grandeur de la limite de liquidité, de la limite de plasticité, de l'indice de plasticité de différents types de sols, les limons, il y a des limons, les argiles limoneuses peu plastiques. Hein. Vous voyez que les argiles limoneuses peu plastiques sont plus plastiques, justement, que les limons. Hein, sont plus plastiques que les limons. Alors, les argiles plastiques, regardez, IP peut aller jusqu'à 85, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, plus, vous voyez que plus donc IP augmente, plus ici, le sol, il est argileux, et donc plus le sol, il est dangereux. Plus le sol, il est dangereux. Il y a les argiles de Mexico. Oui, sous la ville de Mexico se trouvent des argiles dont IP peut aller jusqu'à 375. Donc, on dit que la ville de Mexico s'enfonce dans le sol et c'est irrémédiable, hein, parce que la ville est construite donc, sur le lit d'un ancien lac et il y a une couche d'argile, une couche d'argile voilà, très, très, très épaisse, hein, une couche d'argile très, très, très épaisse. Donc, on dit que, on pense que la ville de Mexico, chaque année, s'enfonce de 50 cm en moyenne et que cet enfoncement est irréversible, n'est-ce pas? Hein, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des argiles donc, sur la ville de Mexico, donc, constituée donc, d'argile dont l'indice de plasticité est très, 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 très élevé. Voilà. Voilà. La bentonite également, qui est plus dangereuse d'ailleurs, conduit sur un bout de forage parfois. Alors, on peut aussi mesurer ce qu'on appelle l'activité des argiles. Alors, l'activité des argiles se définit comme étant le rapport entre l'indice de plasticité et la teneur en argile, c'est-à-dire le pourcentage d'éléments inférieurs à 2 micromètres. Donc, poids des éléments inférieurs à 2 micromètres sur le poids total sec, donc des grains inférieurs à 0,4 mm. En ce moment, ça nous permet d'apprécier ce qu'on appelle l'activité des argiles. N'est-ce pas? Donc, maintenant, ça permet de savoir, parce que plus l'argile est dangereuse, plus elle est active. Par exemple, si vous prenez la moyenite, l'activité tourne autour de 7,2. Lilith, 0,9. La kaolinite, 0,38. N'est-ce pas? Donc, l'activité des argiles, donc, ça aussi, ça donne une idée sur le, voilà, sur donc le niveau le degré justement de dangerosité donc des minéraux, des sols argileux. Alors, donc, il y a ça.
Donc, il y a aussi d'autres essais qui permettent d'apprécier l'argilosité, notamment l'essai au bleu de méthylène, hein, donc la valeur au bleu de méthylène également, n'est-ce pas, qui permet justement d'apprécier l'argilosité. Donc, ça fait l'objet de la norme NFP 94068. Il faut le lire également parce que ça donne une détermination indirecte de la surface spécifique. Tout à l'heure, nous avons parlé de surface spécifique. Donc, cette surface spécifique est appréciée grâce à la valeur de bleu de méthylène, n'est-ce pas? Voilà, le principe, c'est tout simplement d'injecter graduellement une solution de bleu de méthylène à 10 grammes par litre dans une solution d'eau et de sol. Une solution entre l'eau et le sol, et en mesurant ici la quantité de bleu de méthylène qui vient se fixer par adsorption à la surface de ces graines. Voilà. Et donc, la détection de l'adsorption à saturation donc, de bleu de méthylène par le sol s'effectue par l'observation d'une tâche faite par le dépôt quand même d'une goutte de la solution du mélange de sol, eau et bleu de méthylène, sol, eau, bleu de méthylène, sur un papier filtre. L'essai d'air, on l'appelle l'essai à la tâche. Donc, la présence persistante d'une auréole autour de la tâche indique l'adsorption à saturation par le sol et permet donc de définir la quantité de bleu correspondant à cette adsorption. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est VBS, VBS. Donc, on l'appelle valeur de bleu du sol. Ça s'exprime en grammes de bleu pour 100 grammes de sol. Et ça permet de savoir si le sol est sableux, si le sol est limoneux, si le sol est limono-argileux, si le sol est argileux ou bien si le sol est très argileux. Plus cette valeur au bleu de méthylène VBS est élevée, plus le sol il est argileux. Donc, tous ces essais-là, et peut-être tant d'autres, permettent donc d'apprécier justement l'argilosité des sols. Donc, il faut faire des recherches pour mieux comprendre ces essais-là. En plus donc, des TP, des manipulations que vous allez faire au labo, vous allez vous-même manipuler, vous allez vous-même mesurer ces paramètres-là au laboratoire. Alors, il y a d'autres essais également que je vous demande d'aller chercher, de les lire. C'est peut-être des essais qui se font sur des sols grossiers. Par exemple, la valeur, comment ça s'appelle? L'équivalent de sable. Hein, l'équivalent de sable, ça fait l'objet de la norme N933-8. Ça, c'est un essai qui permet donc de caractériser les sols et les matériaux sableux contenant très peu de particules fines. D'habitude, on l'utilise pour caractériser justement les granulats et les sables qui sont utilisés comme constituants dans le domaine routier et dans la fabrication justement du béton hydraulique. Il est également utilisé dans la classification GTR des sols. Et aujourd'hui également, ça a tendance à être remplacé par la valeur au bleu de méthylène. Voilà. Alors, on va terminer par la classification des sols. Donc, nous avons parlé des sols à granulométrie uniforme, des sols à granulométrie non uniforme. Nous avons parlé donc ici des 3 grandes familles de sols, les sols grenus. On a également appelé les sols pulvérulents. Nous avons parlé également des sols fins, on a appelé les sols cohérents. Nous avons également parlé des sols organiques. Donc, ici, la classification permet tout simplement de faire un rattachement à un groupe de sols de caractéristiques semblables. Évidemment, les sols sont désignés par le nom de la proportion granulométrique prédominante, qualifiée par un adjectif relatif aux portions secondaires. Par exemple, on parlera de grave argileuse. Donc, la fraction, quand on parle de grave argileuse, donc la portion granulométrique prédominante, c'est grave. Maintenant, il y a un adjectif qualificatif qui vient qualifier justement voilà, la proportion, la fraction secondaire. Par exemple, grave argileuse, donc constitué essentiellement de grave, mais secondairement donc d'argile. On parlait de sable limoneux, on parlait d'argile sableuse. Fait que donc de nombreuses classifications des sols ont été proposées dans différents pays
n'est-ce pas? En France, la principale classification qui est utilisée et qui présente un réel intérêt pratique est la classification utilisée dans les travaux de terrassement, qu'on appelle la classification GTR, en référence au guide des terrassements routiers, qui constitue quand même le guide technique pour la réalisation des remblais et couches de forme. Vous le verrez en détail dans le cours de géotechnique routière, n'est-ce pas? Cette classification est normalisée, c'est la norme NFP 11300, et son utilisation quand même dans le domaine du terrassement est détaillée, n'est-ce pas, dans le guide technique de réalisation des remblais et couches de forme. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la classification USCS. La classification USCS, c'est une classification américaine. C'est Unified Soil Classification System. Il y a aussi la classification AASHTO, c'est une classification américaine également. American Association of State Highway and Transportation Officers. Il y a la classification LPC. Le LPC, c'est le laboratoire des ponts et chaussées, qui n'est rien d'autre qu'une traduction en français de la classification USCS. Et la classification GTR, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, qui est pour les remblais et couches de forme, qui est utilisé essentiellement en géotechnique routière. Alors, ça, c'est un tableau sommaire. Je ne vais pas détailler la classification GTR, vous le verrez dans le cours de géotechnique routière, mais vous allez voir que dans le GTR, il y a ce qu'on appelle les sols de classe A, B, C et D, qui sont des sols. A, c'est les sols fins. B, c'est les sols sableux et graveleux avec fils. C, c'est des sols comportant des fils et des gros éléments. D, c'est des sols qui sont insensibles à l'eau. Mais il y a aussi la classe R, qui constitue les roches, les matériaux rocheux, et la classe F, qui constitue les sols organiques et les sous-produits industriels. Donc, dans chaque classe, il y a également des sous-classes. Prenez la classe A, c'est les sols fins. Qu'est-ce qu'un sol fin? C'est donc le Dmax, le diamètre maximal des grains est inférieur à 50 mm, et le passant au dernier tamis, le passant au tamis 80 micromètres, est supérieur à 35%. C'est ça qu'on appelle le sol de classe A. Vous allez voir que dans ce sol de classe A, il y a plusieurs sous-classes. A1, A2, A3, A4. En fonction tout simplement de la valeur au bleu de méthylène ou bien en fonction de l'indice de plasticité. C'est la même chose pour les sols sableux et graveleux avec fil, qui sont de classe B, où Dmax est inférieur ou égal à 50 mm. Et le pourcentage de fil. Le pourcentage de fil, c'est quoi? Quand on parle de pourcentage de fil, c'est le passant au tamis 80 micromètres. D'habitude, c'est le dernier tamis, le tamis 80 micromètres, dans l'ancienne norme, qui est aujourd'hui remplacée par le tamis 63 micromètres, dans l'actuelle norme. Mais d'habitude, c'est le dernier tamis. Donc, le passant au niveau de ce dernier tamis, 80 micromètres ou 103 micromètres, c'est ça qu'on appelle le pourcentage. Donc, ce pourcentage de fil inférieur ou égal à 35%. Pour la classe B, il y aura B1, B2, B3, B4, B5, B6, en fonction tout simplement de la valeur au bleu de méthylène ou bien en fonction de l'indice de plasticité, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça, vous le verrez en détail dans le GTR. Maintenant, je vais détailler un peu la classification LPC, c'est-à-dire la classification du laboratoire des ponts et chaussées. Regardez bien cette classification-là. Alors, pour faire cette classification LPC, laboratoire des ponts et chaussées, il faut faire l'analyse granulométrique. Donc, il faut tracer la courbe granulométrique. Si vous avez des particules fines dans le sol, il faut déterminer les caractéristiques de plasticité de la fraction fine, c'est-à-dire il faut faire les limites d'Ater. Il faut faire les limites d'Ater Berg, c'est ça que cela signifie. Donc, vous allez voir que ces sols-là, c'est soit des sols grenus, c'est soit des sols fins, c'est soit des sols organiques. C'est les trois grandes familles que j'ai décrites tout à l'heure. Donc, les sols grenus, exemple typique, c'est les sables et les graves. Donc, quand vous avez des sols grenus, on les appelle des sols pulvérulents, c'est les sables ou bien des graves. Pour les sols fins, c'est les limons et les argiles. Donc, pour la classification des sables et graves, on va vous donner des tableaux qui vont permettre donc de faire cette classification.
Pour les limons et les argiles, on va vous donner également des abacs, ce qu'on appelle l'abac de Casagrande, qui permet donc de faire la classification. Alors, si vous prenez donc ces trois familles de sols, ces trois types de sols, maintenant, dans l'esprit de la classification LPC, qu'est-ce qui permet de savoir si le sol est un sol grenu, ou bien si c'est un sol fin, ou bien si c'est un sol organique? Qu'est-ce qui permet de faire ce qu'on appelle la distinction? J'ai dit tout à l'heure que le premier essai à faire, c'est la granulométrie. Donc, il faut regarder la courbe granulométrique. Donc, il faut faire l'analyse granulométrique de votre sol et vous tracez la courbe granulométrique du sol. Et maintenant, vous regardez. Donc, le premier élément à regarder, le premier tamis à regarder, c'est le tamis 80 micromètres. Vous regardez le pourcentage de passants, le pourcentage de sol qui passe, le tamis 80 micromètres. Alors, si ce pourcentage de passants, qui passe le pourcentage de passants qui passe le tamis 80 micromètres, si ce pourcentage est inférieur à 50%, il y a moins de 50% qui passent le tamis 80 micromètres. Donc, il y a plus de 50% qui sont retenus par le tamis 80 micromètres. En ce moment, vous avez un sol grenu ou bien un sol pulvérulent. Si, justement, au niveau de ce tamis, vous avez plus de 50% du sol qui passe ce tamis 80 micromètres, en ce moment, vous avez un sol fin ou bien un sol cohérent. Par contre, pour les sols organiques, si vous avez plus de 10% de matière organique, donc il faut faire l'essai de détermination de la matière organique. Si vous avez plus de 10%, on dit que c'est un sol organique. Donc voilà tout de suite ce qui permet de faire la distinction entre sol grenu, sol fin et sol organique. Maintenant, on va prendre la classification des sols grenus. Donc, vous avez déjà regardé le tamis 80 micromètres. Vous avez plus de 50% de refus au tamis 80 micromètres. Donc, vous avez un sol grenu. Maintenant, on va aller regarder la classification des sols grenus. Donc, on sait que c'est un sol grenu. On a déjà dit que les sols grenus, c'est soit des sables, soit des graves. Donc, sable sera désigné S, grand S, et grave sera désigné grand G. Donc, on va regarder maintenant, on va regarder en détail la granulométrie. Parce qu'on a dit que c'est sol grenu. Donc, c'est soit sable et soit grave. Mais qu'est-ce qui me permet de savoir si c'est des sables ou c'est des graves? J'ai déjà donné tout à l'heure la limite entre sable et grave. Donc, je continue de regarder un peu la granulométrie pour savoir est-ce que dans ce sol grenu, j'ai plus de sable ou bien j'ai plus de grave. Mais dans la fraction fine également, je vais regarder la fraction fine, je vais regarder les limites d'alternance. Donc, ce qui fait que donc, vous avez ici, sous forme de tableau, la classification donc, des sols grenus. Et c'est un tableau qui est très clair. Donc, vous avez ici les définitions, vous avez les symboles des sols. Parce que dans cette classification, chaque sol va être désigné par deux lettres, par un symbole constitué donc de deux lettres. Et voilà les conditions. Et là, voilà les désignations géographiques. La désignation géographique. Donc, j'ai dit tout à l'heure que on sait que c'est un sol grossier. Maintenant, on veut savoir si c'est un sable ou grave. Quelle est la limite entre sable et grave? On avait donné ça tout à l'heure au début. Au début, c'était quoi? C'était 2 mm. La limite entre sable et grave, c'était 2 mm. Si vous voulez, je peux retourner en arrière encore pour vous montrer justement, voilà, la limite entre, voilà, limite entre sable et grave. Donc, vous voyez ici, grave est là, sable est là. Donc, la limite, c'est quoi? C'est 2 mm. Donc, tout ce qui est inférieur à 2 mm, c'est des sables. Tout ce qui est supérieur à 2 mm, c'est des graves. C'est comme ça qu'on en fait. Donc, la distinction entre sable et grave. Donc, il faut retourner au niveau de la courbe granulométrique et regarder le tamis 2 mm. Si plus de 50% des éléments là qui étaient passés tout à l'heure passent le tamis 2 mm, mais c'est parce que vous avez des sables. Donc, regardez sable, plus de 50% des éléments supérieurs à 80 micromètres ont un diamètre inférieur à 2 mm, c'est-à-dire passent le tamis 2 mm, cela veut dire que c'est des sables. Et c'est que ces sables, regardez, la première lettre, c'est grand S, pour dire sable. Maintenant, on va regarder la fraction, on sait que c'est un sable.
C'est la même chose pour les graves. Hein. Si vous avez plus de 50% des éléments qui sont supérieurs à 0,08 mm, ont un diamètre maintenant qui est supérieur, en ce moment, c'est des graves. En ce moment, le préfixe, la première lettre, c'est G. Donc, regardez ce tableau. En haut, c'est les graves. Donc, première lettre, c'est des graves. Et en bas, c'est les sables. Donc, la distinction se fait seulement à partir du tamis, du tamis 2 mm. Justement. Si vous avez plus de 50% de passant au niveau de ce tamis 2 mm, c'est des sables. Sinon, c'est des graves. Maintenant, on va regarder la deuxième lettre. Évidemment, la deuxième lettre, on va aller regarder la fraction fine. La fraction fine. Maintenant, donc, on va retourner au tamis 80 micromètres. Donc, vous prenez le tamis 80 micromètres, qui est là. Donc, vous regardez le pourcentage de passants. Si vous avez moins de 50%, si vous avez moins de 5% de passants au tamis 80 micromètres, cela veut dire ici le pourcentage de fil est très faible. Moins de 5%. Cela veut dire que la deuxième lettre sera fonction de la forme de la courbe granulométrique. Donc, pour connaître la deuxième lettre, en ce moment, il faut faire quoi? Il faut mesurer le coefficient d'uniformité et le coefficient de courbure. Donc, ce sera ici sable, mais la deuxième lettre, il faut regarder le coefficient d'uniformité et le coefficient de courbure. Si le coefficient d'uniformité est supérieur à 6 et que le coefficient de courbure est compris entre 1 et 3, on l'appellera, le sol, on l'appellera S indice B, grand S petit b, cela veut dire que sable, mais c'est du sable qui est propre. Pourquoi c'est propre? Parce que vous avez moins de 5% de fil et qui est bien gradué. Regardez, CU est supérieur à 6 et surtout CC est compris entre 1 et 3. En ce moment, on appellera sable propre, bien gradué. Maintenant, si une de ces deux conditions n'est pas vérifiée, je suis toujours dans le cas où vous avez moins de 5% de fil. Mais si une de ces deux conditions n'est pas vérifiée, en ce moment, on l'appellera sable propre toujours, parce qu'il y a moins de 5% de fil, mais sable propre mal gradué. On notera quoi? Grand S, petit m, c'est-à-dire sable propre mal gradué. Donc, la même chose, je peux le répéter également pour la grave. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, pour la grave, le CI doit être supérieur à 4. C'est la seule différence. Mais à part ça, on parlera de grave propre bien gradué. Si CI est supérieur à 4 et que CC entre 1 et 3, grave propre bien gradué, G indice B. Et si une des deux conditions n'est pas vérifiée, ce sera grave propre mal gradué, G indice M. Donc, le premier cas, c'est quoi? C'est moins de 5% de fil. Par contre, si vous avez plus de 12% de fil, en ce moment, la deuxième lettre va être fonction maintenant des limites d'Atterberg. Attention, parce que les pourcentages de fil commencent à prendre une certaine proportion. Et donc, on a dit que l'eau a une préférence avec ces fils-là. Donc, en ce moment, il est important maintenant d'ajouter ici, dans cette classification, justement, l'impact de la fraction argileuse qui commence à dépasser 12% et donc qui commence à être importante, qu'il faut commencer maintenant à contrôler. Donc, si c'est plus de 12% de fil, il faut maintenant faire les limites d'Atterberg sur cette fraction fine-là. Si les fils, c'est des fils limoneuses, en ce moment, le sol sera sable limoneux. Si c'est des fines argileuses, ce sera sable argileux. Si c'est des graves, ça allait être des graves limoneuses ou bien des graves argileuses. Maintenant, comment savoir si c'est limoneux ou argileux? Alors, pour savoir si c'est limoneux ou argileux, il faut tout simplement, comme on l'a dit, mesurer les limites d'Atterberg, c'est-à-dire mesurer la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Il y a une abac qu'on appelle l'abac, regardez, qu'on va appeler abac de Casa Grande. Donc, c'est là où il faut venir, cette abac-là. Pour savoir si la deuxième lettre, c'est argileux ou limoneux, donc il faut venir au niveau de cette abac. Si vous regardez cette abac-là, en ordonnée, on a l'indice de plasticité et en abscisse, on a la limite de liquidité. La limite de liquidité. Cette abac est subdivisée en deux parties par cette ligne rouge-là. Vous voyez la ligne rouge qu'on appelle la ligne A. C'est ça qu'on appelle la ligne A. Voilà l'équation de la ligne A.
Donc, il suffit de prendre votre sol, de venir de placer le point du sol correspondant à abscisse, limite de liquidité, et ordonner indice de plasticité. Si votre point se trouve au-dessus de la ligne A, en ce moment, cela dit que vos fines sont des fines argileuses. Et si le point se situe ici, en dessous de la ligne A, en ce moment, vos fines seront des fines limoneuses. C'est comme ça qu'on va faire la distinction, justement, entre limon et argile, que ce soit au niveau des sables ou bien au niveau des graves. Voilà, justement, la classification des sols drenus. Maintenant, il y a une situation intermédiaire, entre 5 et 12%. Alors, si la situation est intermédiaire entre 5 et 12%, en ce moment, on utilise un double symbole. On utilise tout simplement un double symbole. C'est-à-dire qu'on fait une classification tenant compte justement de la granulométrie, en tout cas la deuxième lettre. La première lettre ne change pas. Par exemple, s'il s'agit de sable, la première lettre, c'est S. Maintenant, on va regarder la forme de la courbe granulométrique pour désigner donc sable bien gradué. Si c'est bien gradué, on mettra S indice B, tiré S indice L, si c'est limoneux, si la fraction fine elle est limoneuse, ou bien S indice A, si la fraction fine elle est argileuse. Donc, en ce moment, on fait les deux systèmes de classification, les deux qu'on a vus tout à l'heure, et on assemble les deux, on va regrouper, donc, on va regrouper les deux lettres, les deux symboles. En ce moment, on va regrouper les deux symboles. En ce moment, on va utiliser un double symbole. Donc, c'est justement ça qui définit la classification des sols drenus. Maintenant, on va terminer avec la classification des sols fins. Alors, la classification des sols fins, je le dis tout de suite, les deux lettres dans la classification des sols fins sont en fonction des limites d'Atterberg. Les deux lettres, les deux symboles sont en fonction des limites d'Atterberg. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer l'indice de plasticité et la limite de liquidité et venir au niveau de la bague de plasticité de Casagrande et placer votre point. Si votre point se trouve au-dessus, c'est des argiles, au-dessus de la ligne A. Si c'est en dessous de la ligne A, c'est des limons. Maintenant, les argiles peuvent être peu plastiques ou très plastiques. Les limons également peuvent être peu plastiques ou très plastiques. Alors, la bague de plasticité de Casagrande sera divisée également en deux parties, une partie à gauche et une partie à droite, la ligne de limite de liquidité égale à 50. Si vous êtes à gauche de la ligne de limite de liquidité 50, il s'agit des argiles ou bien des limons, mais qui sont peu plastiques parce que vous êtes à gauche. Si vous êtes à droite de la ligne verticale 50, ce soit des argiles ou bien des limons, mais très plastiques. Pourquoi? Parce que la limite de liquidité est supérieure à 50. Donc, voilà, en ce moment, les deux lettres sont fonction justement des limites d'Atterberg. Donc, ce qui fait qu'on parlera de A indice P pour dire argile peu plastique, ou bien de L indice P pour dire limon peu plastique, ou bien de A indice T pour parler d'argile très plastique, ou bien de L indice T pour dire des limons très, très plastiques. C'est dans cette zone que vous avez également les sols organiques très plastiques au indice T, mais également les sols organiques peu plastiques qu'on appelle au indice P. Donc, en ce moment, les deux lettres font fonction essentiellement des limites d'Atterberg. Justement, voilà la classification des sols fins selon le LPC, le LCPC.